a préféré le mot TAFTA, qui veut dire accord transatlantique de libre-échange, c'est l'acronyme anglais. Et certains préfèrent le mot grand marché transatlantique, qui au moins a l'avantage d'être compréhensible immédiatement de tout le monde et de faire un paquet d'une certaine manière, puisqu'on peut parler du grand marché transatlantique aussi bien en se positionnant des États-Unis ou en se positionnant du Canada, et donc on peut aborder les deux types d'accords. Nous avons des responsables politiques ou des élus politiques, des dirigeants politiques qui sont persuadés d'une certaine idéologie qui est une idéologie totalement obsolète. C'est l'idéologie selon laquelle le commerce entraîne des bénéfices et que, et ça vous l'avez déjà entendu depuis fort longtemps, les bénéfices d'aujourd'hui sont les investissements de demain qui sont les emplois d'après-demain. Pour les plus jeunes, c'est Helmut Schmidt qui a été chancelier au milieu des années 70. Et c'est là-dessus que se fondent nos dirigeants politiques. Et c'est là-dessus que se fondent nos dirigeants politiques. D'ailleurs, il y a une enquête qui a été demandée juste au moment de la décision du mandat. Lorsque le mandat a été donné en juin 2013, il y a une enquête qui a été demandée au CEPR, qui est vous allez voir sur le site de la commission. Le CEPR, c'est un think tank financé par des grandes banques, mais ça je suis mauvaise langue, qui a dit que effectivement, grâce au commerce, on allait avoir comme ça les bénéfices qui allaient retomber en pluie d'or sur les populations et une création de 0,5% du PIB en plus, ça fait 120 milliards d'euros. Alors c'est énorme, 120 milliards d'euros quand on regarde au niveau du PIB européen, il faut relativiser, en 2027. Et on est, oui, en 2027, parce qu'on ne sait pas, nous, les gens normaux ne savent pas ce qui va se passer l'année prochaine, mais eux savent ce qui va se passer en 2027. Et ça correspond, alors, il y a ce qui fait 545 € par foyer, ils ont compté. Et ils ont dit aussi, toujours au doigt mouillé, 500 000 emplois. Ils ont dit 500 000 comme ils auraient dit autre chose, mais enfin, c'est vrai que dans une Europe qui compte 26,5 millions de chômeurs, bon, 500 000 emplois, c'est toujours bon à prendre, c'est sûr, mais enfin, on est quand même très loin du compte. Ça correspond à cette vieille idée. Les bénéfices vont retomber comme ça en pluie d'or sur les populations, ce qu'on ne voit pas vérifier, que les investissements que ça va entraîner les investissements, et que les investissements vont créer de l'emploi. Ça fait 30 ans qu'on voit le contraire, très exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien logique entre ces trois affirmations, et c'est pourtant là-dessus que se fondent, en tous les cas, sur le plan idéologique, nos dirigeants. Parce que c'est effectivement les lobbies qui sont à la manœuvre. C'est une vieille histoire, cette histoire de TAFTA. Puisque, en fait, le TABC, qui est le Transatlantic Business Council, qui regroupe des entreprises des deux côtés de l'Atlantique, demande cette chose-là depuis au bas mot 20 ans. Il réclame cette chose-là depuis au bas mot 20 ans, comme l'ESF réclame cette chose-là, l'ESF, European Service Forum, qui est un lobby des grandes entreprises de services de taille internationale européenne, qui réclament ce genre de choses. Et je vous conseille, si vous êtes intéressé par l'importance de la pénétration dans la décision publique des lobbies, d'aller voir sur le site d'Attac, mais je pense que c'est aussi sur le site TAFTA, les études qui ont été menées sur la question, notamment l'étude qui a été menée par le CEO, qui s'appelle une déclaration des droits des entreprises. Et vous verrez à quel point tout ce qui est demandé par les lobbies deviennent une réalité institutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la fonction copier-coller entre les lobbies et la Commission. Je veux dire, pourquoi on s'inquiète? Parce que, après tout, le commerce existe entre l'Union européenne et les États-Unis, entre l'Union européenne et le Canada, et le commerce est massif déjà. Entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est un tiers du commerce international mondial
à eux seuls. C'est 50% du PIB mondial à eux seuls, et chacun étant le premier partenaire de l'autre. Donc on peut se poser la question de savoir pourquoi, même à la limite, il n'y a pas déjà un accord de commerce entre les deux, et en tous les cas, pourquoi nous, on s'inquiète. Eh bien, le problème, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un accord de commerce, et vous allez voir en réalité que je ne vais pratiquement jamais parler de commerce. Il est beaucoup plus question d'harmonisation des normes, puisque en fait nous nous situons dans quelque chose qui s'appelle beaucoup plus un accord de libre-échange. Et ce type d'accord de libre-échange a ceci de particulier qu'il constitue une attaque massive, sans précédent jusque-là en tous les cas pour ce qui nous concerne, contre les principes démocratiques fondamentaux. Qu'est-ce que c'est qu'un accord de commerce? On va démarrer de là, puisque après tout, ce projet d'accord se présente comme un accord de commerce, donc on va démarrer de là. Lorsque un opérateur de commerce international envoie des marchandises à l'étranger, il se pose tout un tas de questions. Quelle taxation sur mes marchandises? Est-ce que je vais pouvoir faire décharger mes marchandises par du personnel local, ou va-t-il falloir que, ou aurais-je le droit, plus exactement, d'avoir affaire à un autre type de personnel? Quel type de taxation sur les marchandises? Quel type de contrôle sanitaire, phytosanitaire? Est-ce que je vais pouvoir vendre sur place avec un correspondant local obligatoire ou pas? Est-ce que je vais pouvoir rapatrier mes bénéfices et à quelles conditions? Etc., etc., etc. Toutes ces questions ont vocation à être traitées dans les accords de commerce. Et de fait, les accords de commerce, il y en a beaucoup qui existent déjà, et ce n'est pas une nouveauté. Bien. Sauf que là maintenant, on est dans un type particulier d'accord de commerce, puisque depuis 1995, en fait, nous sommes dans des accords de libre-échange à peu près constamment, à chaque fois qu'il y a un nouvel accord qui apparaît, c'est un accord qu'on peut qualifier de libre-échange. Alors pourquoi est-ce qu'on peut parler d'accord de libre-échange? Pour comprendre un petit peu dans quel contexte on s'inscrit, il faut remonter un tout petit peu en arrière, pas très loin, 1947, on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et là se met en place un accord qui s'appelle le GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers, qui a vocation initialement à s'occuper d'une question et d'une seule au départ, qui est la question des tarifs douaniers, c'est-à-dire la taxe que payent, qui touche les marchandises qui rentrent dans un port. Et le GATT avait vocation, et c'est ce qu'il a fait, de baisser considérablement les tarifs douaniers appliqués dans le monde. Et de fait, les tarifs douaniers ont beaucoup baissé depuis 1987. Il se trouve que dans les années 80, s'est produit deux événements, qui sont des événements qui ne vous ont pas échappé, qui sont des événements importants. D'une part, l'événement le plus important, on va dire, sur les deux, c'est l'arrivée au pouvoir des néolibéraux, qui, grosso modo, y sont toujours, en tous les cas dans nos pays occidentaux, et d'autre part, l'effondrement de l'Union soviétique, qui a fait que les néolibéraux ont pu considérer que seule leur solution, seule leur politique, étaient les politiques valables. Et de fait, à partir du milieu des années 80, on a vu apparaître dans les cycles de négociation du GATT un certain nombre d'autres questions commerciales sur le règlement des différends, sur l'investissement, sur la facilitation du commerce, qui ont amené que finalement, avril 1994, le cycle dit de l'Uruguay, parce qu'il avait démarré dans la ville de l'Uruguay, le cycle de l'Uruguay du GATT se transforme, se termine par la création de l'Organisation mondiale du commerce. Entrée en vigueur de l'Organisation mondiale du commerce, 1995. Et à partir de ce moment-là, à partir de l'Organisation mondiale du commerce, 1995, on est systématiquement dans des accords de libre-échange. Pourquoi? Parce que l'objectif qui est fixé dans le premier article qui fixe le traité, qui donne le traité de l'OMC, dit que l'objectif de l'OMC, c'est la libéralisation au plus haut niveau possible de l'ensemble des activités qui sont concernées par cet accord de commerce. Libéralisation, ça veut dire mise en concurrence
de tous les opérateurs, concernant toutes les activités couvertes par l'OMC, c'est-à-dire pratiquement, peu s'en faut, pratiquement toutes les activités humaines, sauf les armes qui sont traitées ailleurs, sauf le nucléaire qui est traité ailleurs, sauf les services régaliens de l'État, armée, police, justice, qui peuvent être libéralisés par les États, mais les États ne sont pas amenés, ne sont pas contraints par l'OMC à libéraliser. L'armée, la police, la justice, l'émission de monnaie. Mais cet accord-là, on peut parler de libre-échange parce qu'il n'est plus question seulement de tarifs douaniers, mais il est question de baisser, depuis 1995, les barrières derrière les barrières. C'est-à-dire il est question de baisser les barrières réglementaires qui se situent derrière les barrières douanières. Désormais, cet accord de commerce met en place un certain nombre de dispositifs dont je vais vous parler maintenant, qui ont pour vocation de mettre dans l'œil du viseur toutes les réglementations intérieures des États qui auraient pour conséquence de modifier le commerce international, c'est-à-dire d'avoir un impact sur le commerce international qui empêche la mise en place du principe de concurrence, le fameux principe de concurrence libre et non faussée. On ne trouve pas l'expression libre et non faussée dans l'OMC, on parle au plus haut niveau de libéralisation possible, mais effectivement l'idée, c'est que tout ce qui constitue à l'intérieur des États des obstacles au commerce doivent être éliminés. Alors comme obstacle au commerce, vous avez par exemple, le gros obstacle au commerce, c'est la subvention. La subvention, par définition, est discriminatoire. Lorsque une puissance publique confère une subvention à une activité économique, à un opérateur économique, elle le donne à celui-là et pas à un autre. Donc, c'est discriminatoire. Et il s'agit, en quelque sorte, d'éliminer ce type de mesures distorsives, c'est le terme qui est employé, distorsives au commerce. Vous avez donc les obstacles au commerce, mais vous avez également ce qu'on appelle les obstacles techniques au commerce. Et derrière ça se masquent toutes les décisions qui sont des décisions qui ne sont pas directement liées au commerce, mais qui ont un impact sur le commerce. Par exemple, est-ce qu'une mesure sanitaire qui dit on ne va pas importer ce produit à cause de sa nocivité, est-ce qu'une mesure sanitaire n'est pas un obstacle technique au commerce? Eh bien, l'OMC répond oui, c'est un obstacle technique au commerce, et ça aussi, il s'agit de faire en sorte de le faire sauter. Et une chose supplémentaire, enfin un autre élément qui est mis en place à ce moment-là par l'OMC, c'est même le coup de génie de l'OMC d'une certaine façon, c'est que l'OMC est devenue une organisation internationale efficace par la mise en place d'un organe de règlement des différends. C'est-à-dire la mise en place d'une sorte de tribunal de commerce international par lequel un État peut porter plainte contre un autre État au motif que ses réglementations intérieures sont distorsives au commerce. Soit parce que ses subventions sont distorsives au commerce, par exemple, soit parce que d'autres mesures sont distorsives au commerce. À l'instant, je vous parlais des obstacles techniques au commerce. Et je vous disais, ça peut recouvrir tout un tas de mesures qui ne sont pas directement en lien avec le commerce. Vous en avez au moins entendu parler d'une, dans l'affaire du bœuf aux hormones, dont vous avez entendu parler. C'est une affaire très intéressante parce qu'elle a focalisé l'attention sur le fonctionnement de l'OMC et spécifiquement de l'organe de règlement des différends. De quoi s'agit-il? L'Union européenne interdit l'importation du bœuf aux hormones pour des motifs sanitaires. L'Union européenne considère que le bœuf aux hormones, c'est mauvais pour la population à manger. Il se trouve que les États-Unis et le Canada produisent du bœuf aux hormones et veulent bien en exporter, notamment vers l'Union européenne. Très logiquement, les États-Unis ont porté plainte devant l'organe de règlement des différends, et l'organe de règlement des différends a condamné l'Union européenne qui
refusait l'importation du bœuf aux hormones. Obstacle technique au commerce, mesure distorsive au commerce. Et ce faisant, l'OMC a imposé un principe qui est très important et qu'on va réutiliser tout à l'heure lorsqu'on va parler des accords, de l'accord Union Européenne-Canada, Union Européenne-États-Unis, parce que c'est le point de départ, c'est un principe fondamental qui reste dans ces nouvelles générations d'accords. C'est le principe de l'équivalence des produits. Un bœuf est un bœuf. Qu'il soit piqué aux hormones ou qu'il ait brouté de l'herbe, c'est un bœuf. Un maïs, c'est un maïs, qu'il soit transgénique ou autre chose, c'est une plante, maïs. Et donc, au nom de ce principe, il n'est pas possible de discriminer un type de bœuf par rapport à un autre, sous prétexte qu'il y en a un qui a été piqué aux hormones, par exemple. Et donc, au nom du principe de l'équivalence des produits, eh bien, l'Union européenne a effectivement été condamnée. Ou plus exactement, les États-Unis et le Canada ont été autorisés à augmenter les droits de douane d'un certain nombre de produits en provenance de l'Union européenne à hauteur du préjudice subi par le secteur exportateur des États-Unis et du Canada, c'est-à-dire 117 millions de dollars par an pour les États-Unis et 17 millions de dollars pour le Canada. À partir de là, il n'y avait que deux solutions possibles. Soit l'Union européenne paye, ce qu'elle a fait à un long moment, ou plus exactement, les États-Unis ont surtaxé les produits en provenance de l'Union européenne. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu courir un peu partout quelqu'un comme José Bové, puisque un des produits qu'il connaissait bien, le Roquefort, était frappé dans cette affaire-là. Et, ou bien, deuxième solution, le règlement diplomatique, c'est-à-dire, c'est ce qui est arrivé en 2012, pardon, c'est-à-dire le fait que l'Union européenne ait accepté une importation plus importante d'un certain type de produit en provenance de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle ait accepté finalement de ce que ses producteurs sur un autre produit, en l'occurrence le bœuf de haute qualité, soient un peu plus perdants. Bref, il n'y avait que ces deux solutions-là qui étaient possibles. Et on voit par cet exemple-là que les accords de commerce ne sont pas que de simples accords de commerce, je veux dire qui règlent les relations extérieures entre les États concernant le commerce. Il s'agit bien d'accords qui ont des effets effectifs à l'intérieur des décisions des États. Sachant que l'OMC, encore une fois, couvre l'ensemble des activités humaines. Je vous ai parlé de l'agriculture, mais bien entendu, il y a aussi les services, les produits industriels, les produits non industriels, les produits manufacturés, etc., etc. Tous sont dans le champ de cet accord. Voilà d'où on vient. Parce que là, ce dont je vous parle, on est aux alentours des années 2000, à peu près, et les puissances constatent ce que nous continuons de constater aujourd'hui, c'est que globalement, l'OMC est encalminée. Pas totalement. Elle n'est pas parvenue à remplir son mandat, qui entre nous était un mandat délirant, à proprement parler. C'est-à-dire ce mandat qui consiste à faire en sorte que dans toutes les activités humaines, ce soit la concurrence et le seul principe de la concurrence qui s'applique. Ça n'a pas été possible, notamment parce qu'il y a une activité, il y a plusieurs raisons, mais celle-là est une raison forte, une activité qui résiste et qui a résisté à cette libéralisation à outrance, c'est l'agriculture. Et parce que finalement, même à l'OMC, on s'est rendu compte que les gens mangent ou essayent de manger et qu'ils mangent finalement des produits qui ne poussent pas dans les supermarchés, mais par le travail des paysans. Et que donc, si on applique les règles de la concurrence dans un secteur aussi fragile et aussi sensible que celui de l'agriculture, on arrive tout simplement à des catastrophes. Même ça, c'était trop important, trop lourd pour passer comme tel à l'OMC. Et de ce fait, l'OMC a été largement encalminée dans les différents types de négociations, de cycles de négociations qui devaient pourtant conduire à la libéralisation
de l'ensemble des activités dans le monde entier. Ce n'est pas le cas. Et au tournant des années 2000, les grands acteurs institutionnels, dont celui qui nous intéresse en premier dans l'affaire, c'est-à-dire l'Union européenne, se sont dit, eh bien, puisqu'on ne parvient pas à passer par les accords multilatéraux, on va essayer de passer la même chose, mais par des accords bilatéraux régionaux. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on invente, évidemment, on n'invente rien, mais c'est quelque chose qui est clairement expliqué par l'Union européenne, hein, c'est totalement officiel. Vous pouvez aller vérifier, si vous avez le courage d'aller sur le site de la Commission européenne, je dis avoir le courage parce que ce site est très très mal fait, vous allez voir la feuille de route, le papier officiel de 2006, Global Europe Competing the World, qui est repris en 2010 et qui est celui qui s'applique maintenant, qui s'appelle UE 2020, même si vous tapez ça sur Internet, vous aurez la feuille de route de l'Union européenne qui dit que, à partir des années 2000-2010, il s'agit de multiplier les accords de libre-échange bilatéraux régionaux. Mais, non seulement en partant de l'OMC, c'est-à-dire ce que je vous ai dit sur l'OMC, le plus haut niveau de libéralisation possible, et tout ce que je vous ai raconté là-dessus, ça c'est le point de départ, mais faire de l'OMC+, c'est-à-dire aller plus loin. Et notamment faire de l'OMC+, en introduisant, comme c'est le cas dans le projet Union européenne-Canada et dans le projet Union européenne-États-Unis, en introduisant deux nouveaux mécanismes, enfin nouveaux pour nous, qui sont le mécanisme de règlement des différends investisseurs-États et le mécanisme de coopération réglementaire. C'est la possibilité pour un investisseur, c'est-à-dire une entreprise transnationale, de porter plainte contre une réglementation intérieure d'un État ou contre une décision publique infra-étatique, État ou infra-étatique, qui aurait pour conséquence de produire une expropriation directe ou indirecte de l'entreprise, qui constituerait une mesure disproportionnée au but poursuivi, une mesure arbitraire, une mesure inéquitable, qui entraînerait une diminution des bénéfices escomptés de l'entreprise, et porter plainte devant un arbitre international. J'insiste dans la définition sur ces deux éléments, qui sont d'abord pourquoi l'entreprise peut porter plainte pour une mesure qui constituerait une mesure qui serait une expropriation directe ou indirecte, une mesure disproportionnée, arbitraire, bref, ce sont des notions floues, extraordinairement floues. Qui dit qu'une mesure publique est disproportionnée, arbitraire, etc. Il faut pour ça quelqu'un, une jurisprudence, il faut quelqu'un, ordinairement, c'est le juge, qui, quand il y a un flou dans les textes, qui précise ce genre de choses. Et là, deuxième élément sur lequel j'insiste lourdement, c'est le fait qu'il ne s'agit pas d'un juge, il s'agit d'un arbitre international. Il ne s'agit pas d'un juge parce que déjà aujourd'hui, si une entreprise, ou si vous et moi, parce que d'un point de vue juridique c'est la même chose, c'est une personne, on n'est pas content d'une loi, on n'est pas content de l'application d'un règlement, on peut saisir un juge. On peut même en saisir deux, on peut même en saisir trois, en fait. Et on peut, dans ce système d'état de droit, essayer de faire respecter ce qu'on considère nos droits. Bon. Ça existe déjà. Il n'est pas question de ça. Il est question de saisir un arbitre. C'est très différent. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, un arbitre international? Alors, finalement, vous en avez déjà entendu parler, vous savez déjà ça. Vous avez entendu parler de l'affaire Tapie, comme tout le monde, et vous avez vu arriver un arbitre. Et bien là, c'est la même chose, mais au niveau international. C'est-à-dire que c'est un avocat qui travaille dans une entreprise juridique internationale. Il y en a 20 comme ça dans le monde. Il y en a une quinzaine aux États-Unis, il y en a 5 ou 6 en Europe, il y en a une en Asie. Et cet arbitre est une personne privée, un juriste, qui est amené à participer à un panel d'arbitrage
dans le cadre des arbitres qui existent déjà et qui sont institués par des accords qui existent par ailleurs. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme panel d'arbitrage? Vous avez le CIRDI, Centre international du règlement des différends, qui a été instauré dans le cadre de la Banque mondiale. Vous avez l'UNICITREL qui a été instauré dans le cadre des Nations Unies. Vous avez la Chambre de commerce de Stockholm, la Chambre de commerce des États-Unis, ça c'est les 4 plus gros, il y en a quelques autres encore. Ils ont cette particularité d'être des personnes privées, donc de ne pas être soumis aux règles ordinaires auxquelles sont soumis les juges, notamment les règles de conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'un avocat, ça peut très bien travailler un jour pour une entreprise, la défendre, la conseiller, le lendemain participer, et si ce n'est pas lui, c'est son collègue dans la même boîte, participer à un panel d'arbitrage, pendant qu'un autre de sa même entreprise va conseiller les États sur le meilleur moyen de mettre en place le mécanisme investisseur-État. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucune obligation d'empêcher et d'interdire le conflit d'intérêts lorsque on est un arbitre international. De surcroît, les organes d'arbitrage international n'appliquent que les règles du traité qui les a instituées à l'exclusion de toutes les autres règles. Les règles qui sont dans le projet Union européenne-États-Unis, Union européenne-Canada sont exactement les mêmes que celles de l'OMC, c'est pour ça que je vous ai parlé longuement de l'OMC juste avant, aboutir au plus haut niveau de libéralisation possible. Donc ça veut dire que quand il y a un conflit entre deux types d'objectifs, arriver au plus haut niveau de libéralisation possible, ou protéger les populations par une mesure sanitaire, l'exemple que je vous ai donné concernant l'ORD vous montre que, eh bien, il s'agira d'abord de protéger et d'arriver au principe du plus haut niveau de libéralisation possible, et non pas de protection des populations, puisque dans le cadre d'un arbitrage, seules s'appliquent les règles prévues par l'accord de commerce, à l'exclusion de ce qui peut exister par ailleurs, comme l'Organisation internationale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, ou ce genre de choses qui, dans ces procédures, n'ont pas à être évoquées. Évidemment, je passe sur le fait aussi que ces arbitres sont tout à fait surpayés et que les procédures devant eux sont extrêmement onéreuses. On voit à travers ce mécanisme de règlement investisseur-État que finalement, il y a là quelque chose de très bizarre pour nous. Et je constate aussi, aux yeux un peu étonnés que vous avez, que c'est normal que vous soyez étonnés parce que chez nous, on ne connaît pas. Je veux dire, on n'a pas ça dans l'Union européenne, donc c'est normal qu'on soit étonné. En fait, le système d'arbitrage est une défiance vis-à-vis des systèmes juridiques. D'où ça vient cette histoire d'arbitrage? C'est intéressant. On est dans les années 70, à peu près là maintenant, et les investisseurs qui vont investir dans des pays qu'ils estiment à risque, type Proche et Moyen-Orient et Afrique et Asie, disent « Ah, mais on va mettre de l'argent dans des pays, mais ils ont des systèmes tellement corrompus et tellement lamentables qu'on va tout perdre. » Donc, il nous faut une autre protection qui est la protection donnée par un système d'arbitrage supposé plus stable et moins erratique, moins corrompu, etc. etc., etc. Bon. Ça, c'était l'explication au départ, hein, il y a 30 ans ou 40 ans, quand ont été créés les premiers arbitres, les premiers organes d'arbitrage internationaux. Là, il est question de mettre des organes d'arbitrage dans des systèmes où déjà le juge le système judiciaire, les systèmes judiciaires sont déjà très sophistiqués. Ils existent aux États-Unis, ils existent au Canada, ils existent dans l'Union européenne. Donc il y a véritablement autre chose derrière ça. Et effectivement, cette autre chose, c'est le fait de donner aux entreprises ce qu'on appelle en droit un privilège.
Privilège, ça vient du latin loi privée, ça veut dire ça, libre privilège. Donc jusqu'à une certaine époque, c'était les petits marquis poudrés qui avaient des privilèges, c'est-à-dire qui étaient soumis à des règles auxquelles les autres, enfin qui n'étaient pas soumis aux règles du droit commun et qui étaient soumis à des règles spécialement pour eux. Là maintenant, ce sont des privilèges pour les entreprises, en faveur des entreprises transnationales. Ça existe ailleurs. Et ça existe notamment dans le cadre de l'accord de libre-échange nord-américain qui, depuis 20 ans, réunit Canada, États-Unis, Mexique, qui prévoit dans son chapitre 11 ce genre de choses. Ça existe aussi dans les 3000 accords bilatéraux sur l'investissement qui ont été mis en place, dont un bon millier par l'Union européenne, quand je vous disais qu'elle avait l'intention de le faire à partir des années 2000, les accords bilatéraux sur l'investissement, il y en a donc un millier mis en place par l'Union européenne, il y en a 3000 dans le monde, qui prévoient déjà ce genre de choses sur la question spécifique de la protection de l'investissement. Donc, on a une jurisprudence tout à fait sérieuse de ce que veut dire le mécanisme de règlement des différents investisseurs États. On a par exemple un rapport que je vous conseille aussi de consulter, si vous le voulez, vous le trouverez sur le site de la CNUSED, le Conseil des Nations Unies pour le commerce et le développement, le rapport de mars 2014, numéro 1, ça s'appelle Note on ISDS. ISDS, c'est l'acronyme anglais pour Mécanisme de règlement des différents investisseurs États, et c'est plus court, ISDS. Et vous apprendrez qu'aujourd'hui, il y a 577, je crois, enfin, dans ces eaux-là, procédures pendantes devant des arbitres internationaux. Si vous regardez le détail, vous verrez qu'il y a une bonne grosse cinquantaine de cas contre l'Argentine. Pourquoi l'Argentine? Eh bien, parce que l'Argentine a pris des mesures dans les années 2000 pour essayer de protéger ses populations contre les conséquences de la crise. Notamment, elle avait fixé un prix maximal de l'accès à l'énergie et de l'accès à l'eau. Elle dit, voilà, l'énergie s'étend, l'eau s'étend et c'est pas plus cher. Pour l'instant, ça lui a coûté 600 millions d'euros. Pardon, de dollars. Ça va un peu moins. 600 millions de dollars qui ont été payés pour l'instant à CMS Industries, Aguas de Barcelona et Vivendi, parce que ça a constitué une espèce d'expropriation indirecte. Il y a encore 600 autres millions de dollars qui attendent d'être payés, puisque à ce jour, l'Argentine a été condamnée à 1,2 milliard de dollars pour avoir pris ce type de mesures. Mais l'Équateur a été condamné aussi à 1,8 milliard parce qu'il a nationalisé son pétrole, et ce 1,8 milliard a vocation à être versé à une entreprise qui en a besoin, qui s'appelle Occidental Petroleum. Vous apprendrez également avec beaucoup d'intérêt, il y a une entreprise qui s'appelle Lone Pine, qui est une entreprise des États-Unis, enfin, plus exactement, une entreprise du Canada, qui a fait une boîte aux lettres aux États-Unis pour pouvoir attaquer le Canada dans le cadre du chapitre 11 de l'ALENA, et qui réclame 250 millions de dollars parce que le Québec a pris un moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste en fracturation hydraulique sur le Saint-Laurent. Vous apprendrez aussi, avec beaucoup d'intérêt sans doute, que Philip Morris attaque l'Uruguay, attaque également l'Australie, parce que tous les deux ont mené des politiques de campagne anti-tabac qui sont passées entre autres par le fait de mettre des placards sur les paquets de cigarettes fumées-tu, vous savez, ce genre de choses. Non? Eh bien ça, c'est contraire au droit de la marque parce que ça cache le logo, et donc Philip Morris attaque ces deux États. Vous avez l'exemple très intéressant également dans le cadre d'un accord bilatéral sur l'investissement entre la Suède et l'Allemagne, vous voyez, c'est pas très loin, de Vattenfall qui réclame 3,5 milliards de dollars de dédommagement à l'Allemagne au motif que l'Allemagne est sortie du nucléaire et que Vattenfall possède 2 centrales nucléaires. Voilà. Il y en a 577 comme ça, ils ne sont pas tous de la même eau, mais enfin ceux-là sont assez intéressants par exemple.
Et vous voyez à travers ces exemples qu'en fait, ce sont les entreprises qui décident du périmètre de l'intervention publique. Ce sont les entreprises qui disent, et les entreprises transnationales, pas la PME du coin, hein. D'une part parce qu'il faut que ce soit une entreprise de l'autre nationalité qui attaque. Hein. Si on se replace dans Union européenne, États-Unis, ça voudrait dire une entreprise des États-Unis qui attaque une réglementation de l'Union européenne ou une entreprise de l'Union européenne qui attaque celle des États-Unis. Bon, c'est pas la PME du coin parce que la moindre procédure devant un tribunal, enfin un tribunal, on ne va pas dire ça, un organisme arbitral, c'est 3,5 millions d'euros, donc évidemment, vous pensez bien que les PME ne vont pas se lancer dans ce genre de fantaisie. Mais ça veut dire que les grandes entreprises transnationales décident finalement du périmètre de l'intervention et des décisions publiques. Elles peuvent dire ça je veux bien, mais ça je veux pas. Et j'ai les moyens de faire respecter ce genre de choses. Ça c'est le mécanisme de règlement investisseur-État. Mais je vous ai annoncé tout à l'heure un deuxième mécanisme, parce que comme le dit Business Europe, qui est le MEDEF européen, il faut faire un accord vivant, c'est-à-dire penser à l'avenir. D'où l'idée de la coopération réglementaire. C'est dans le point 43 du mandat qu'a obtenu le commissaire pour négocier pour l'Union européenne, et on a eu les documents qui sont ceux qu'a soumis le commissaire chargé du commerce, le commissaire européen, aux négociateurs américains, et on sait ce que c'est que cette histoire de coopération réglementaire. Ça consiste à mettre, dans l'esprit du commissaire européen, en place un comité de coopération réglementaire. Ce comité de coopération réglementaire, il aurait deux tâches essentielles. La première, ça serait de mettre en place un mécanisme d'alerte précoce. Si, dans l'avenir, un État a la velléité de dire « Tiens, je voudrais prendre une mesure, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qui a un impact sur le commerce. » C'est-à-dire toutes. Elles ont toutes un impact sur le commerce, par définition. Alors à ce moment-là, il faudrait invertir l'autre partie qui devra consulter les parties prenantes, c'est-à-dire les intervenants privés, les lobbies industriels, financiers, chimiques et autres, qui pourront dire à ce moment-là leur avis sur la réglementation envisagée. Évidemment, si on leur demande leur avis, ils vont le donner. Et ils vont dire ah bah ça je veux bien, ça, ah bah non ça je veux pas. Sachant que par ailleurs, si par hasard l'État persistait, il serait littéralement cueilli après par le mécanisme de règlement des différents investisseurs États. Le deuxième rôle du Conseil de coopération réglementaire, eh bien, passer des coups de rabot réguliers sur les réglementations existantes. C'est-à-dire que régulièrement, voir si les réglementations existantes ne constituent pas des charges trop lourdes pour les industriels du secteur. On entend de la part de la Commission et des gouvernements le fait de dire, mais pas du tout, on va s'assurer à ce que, en dépit du mécanisme de coopération réglementaire et en dépit du mécanisme investisseur-État, les États vont pouvoir continuer de légiférer. Et puis, j'ai feuilleté donc il y a 2 jours les soumissions, les offres qu'a fait l'Union européenne dans le cadre des négociations. Et il y a un article 19 qui dit que, eh bien, l'Union européenne veut s'assurer qu'elle va pouvoir continuer à réglementer dans tel et tel domaine. Donc si elle le dit, si elle veut s'assurer de ça et qu'elle le soumet dans un document qui a fuité par ailleurs, c'est bien qu'elle ne croit même pas ses propres arguments quand elle dit qu'elle va pouvoir le faire naturellement, puisqu'elle le demande à pouvoir le faire dans certains domaines spécifiques. C'est-à-dire que par principe, tout est libéralisable, tout, sauf, liste négative, ce qu'on aura sorti dans la négociation. Or, si ça n'existe pas, on ne peut pas le sortir de la négociation, vous êtes d'accord? Donc, demain, des nouveaux produits toxiques dérivés arrivent,
il n'y aura pas moyen de les réglementer du fait de ce traité. Et la Commission aussi le dit, mais non, vous dites, vous affolez les gens, il n'y aura pas de poulet chloré dans les assiettes, il n'y aura pas de bœuf aux hormones, il n'y aura pas de cochon à la ractopamine, il n'y aura pas d'OGM, il n'y aura pas de gaz de schiste, puisque nous allons veiller à ce qu'il y ait le plus haut niveau de standards, c'est-à-dire que cet accord va être l'occasion de monter les standards des deux côtés de l'Atlantique. Bon, indépendamment du fait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, hein, ça c'est une chose qui est connue. En fait, cet accord, ces deux accords ont comme principe celui de la reconnaissance mutuelle des normes. C'est-à-dire ce qui est possible d'un côté doit être accepté de l'autre. Si vous avez un produit, équivalence des produits, vous vous souvenez tout à l'heure, si vous avez un produit qui est fait d'une manière, il doit être accepté de l'autre côté sans subir de contrôle supplémentaire. Si vous avez ce principe-là, alors nécessairement, il n'y a pas d'autre solution, nécessairement le principe de précaution saute. Nécessairement, puisque c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas, le principe de précaution, vous savez ce que c'est, c'est-à-dire c'est le principe selon lequel ce qui risque de comporter un certain nombre de désagréments pour la population, il y a une supposition de risque, alors à ce moment-là, on ne met pas en œuvre le nouveau processus, on ne met pas en œuvre la nouvelle molécule, on ne la met pas en contact avec le public, s'il y a un risque. C'est ça le principe de précaution. Et c'est au nom du principe de précaution qu'il y a possibilité, pour la France par exemple, d'interdire les OGM. Parce que les OGM sont autorisés au niveau européen, comme vous le savez. Que pour la France, il y a cette possibilité de faire un moratoire qui n'est qu'un moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste. Ce n'est pas une interdiction, c'est un moratoire, c'est donc quelque chose de temporaire, pris au type du principe de précaution. Ça saute nécessairement. Alors, je ne vois pas quelle ligne rouge on peut mettre, comme pour reprendre l'expression et de la Commission et de la ministre. Mais on peut, là j'ai pris l'exemple d'un certain nombre de choses qui concernent la sécurité alimentaire, qui concernent l'environnement, qui concernent les OGM, etc. Mais on peut aussi décliner les choses tout à fait à l'envi sur les normes sociales. On ne sait pas aujourd'hui dans quelle mesure les normes sociales seraient garanties dans ce type d'accord. Je rappelle une procédure d'arbitrage qui est en cours actuellement. Je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est tout à fait intéressante, de Veolia contre l'Égypte. Veolia attaque l'Égypte parce que l'Égypte a fait passer le salaire minimum de 400 livres égyptiennes, qui fait 41 €, je crois, à 700, c'est-à-dire 72 €. Et donc Veolia a attaqué l'Égypte en disant, eh bien, voilà, vous avez fait une espèce d'augmentation de mes charges, ça me fait moins de sous, et donc j'attaque. On ne sait pas. Donc, en conséquence, si les normes sociales sont garanties dans un tel système, en dehors des promesses verbales, qui, encore une fois, n'ont aucune portée juridique. Vous avez aussi un autre principe qui se trouve dans ce type de traité, le principe du traitement national, qui est directement issu de l'OMC. Et là, par rapport au service public, c'est explosif. À partir du moment où une entreprise un secteur est ouvert à la libéralisation, une entreprise peut s'installer et obtenir le même traitement. J'ai lu il y a 2 jours les propositions qui ont été faites par l'Union européenne dans le cadre des négociations des secteurs à libéraliser. On trouve beaucoup de choses, mais entre autres on trouve l'éducation, on trouve aussi la santé, on trouve
choses comme ça. Le service aux professionnels, on trouve beaucoup de choses. Mais on trouve l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire avec le type du traitement national? Une entreprise étrangère qui est en provenance, soit des États-Unis, soit du Canada, vient s'installer en France et peut obtenir le traitement national, c'est-à-dire exactement le même type de subventions que celles qui sont données aux entreprises d'éducation publique existantes. Donc ça veut dire que l'État ne pourra pas subventionner parce qu'il ne peut pas faire les deux. Donc il se retirera. Donc il y aura nécessairement la vérification de ce principe que la libéralisation ne prend pas à la privatisation. J'ai donné l'exemple de l'éducation, mais il y en a, vous pouvez comme ça le décliner à l'envie. Alors évidemment, si je m'arrête maintenant, je vois à vos mines atterrées que vous allez vraiment vous poser la question pourquoi vous êtes venu. En plus, il fait beau, tout ça. Bon. Même s'il n'y a rien à la télé en ce moment, enfin pas encore. Ceci dit, la soirée ne va pas être une soirée Prozac aujourd'hui, puisque, en fait, nous avons les moyens, de manière sérieuse, d'avoir la peau de ces deux projets, de manière tout à fait sérieuse. Pourquoi? D'abord parce que, première chose, on n'est pas en retard. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire que le mouvement social ne soit pas en retard, c'est déjà bien. Union Européenne-Canada, ça fait 4 ans et demi que c'est en négociation. Ils n'ont toujours pas réussi à finaliser. Même s'ils arrivent à finaliser avant la fin de l'année, ce qui n'est pas du tout donné, ça veut dire au moins encore 1 an avant d'aller devant le Parlement européen. Donc ça nous laisse au moins ça. Union Européenne-États-Unis, ils ont démarré, enfin les négociations ont démarré en juillet 2013, ça fait donc 1 an. On est au début. Alors la Commission a dit on aura fini en 2014. Eh ben, on va dire qu'elle a fini en 2014. On n'y croit pas. Il reste encore 1 an ou 2. 1 an pour les mobilisations, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est-à-dire c'est vite passé. Et en même temps, pour ceux et celles d'entre vous qui s'en souviennent, on avait déjà participé à des mobilisations sur l'AGCS, l'Accord général du commerce des services. On avait mis 1 an pour commencer à ce qu'on en parle dans la population. Et là, déjà, on en parle dans la population. Il y a déjà, alors, c'est pas suffisant, hein, c'est le début, mais déjà, ça commence à monter si on est organisé. C'est-à-dire que non seulement il y a un collectif qui existe au niveau national, et ce collectif fonctionne, ce qui est quand même assez notable, c'est-à-dire qu'on arrive à faire fonctionner partis politiques, syndicats, ONG, c'est quand même pas mal. En plus, on est organisé internationalement. C'est-à-dire qu'il y a aussi des campagnes qui sont menées en Allemagne, des campagnes très fortes. On se rencontre aussi, on a un réseau européen. Et surtout, il y a aussi des campagnes au niveau, enfin, aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, les choses bougent. C'est quelque chose qui est une très très bonne nouvelle. On imagine souvent, vu d'ici, qu'il ne se passe rien aux États-Unis, c'est complètement faux. Il se passe beaucoup de choses aux États-Unis. Et ne serait-ce que parce que ça fait 20 ans qu'ils ont l'ALENA, donc ils savent un peu de quoi ils parlent, mais les questions commerciales sont des questions politiques aux États-Unis sérieuses, au plus haut niveau, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas une élection présidentielle sans qu'il en soit question. Et une grosse organisation qui s'appelle Public Citizen a réussi à obtenir, de la part du président des démocrates au Sénat, de dire qu'il n'accorderait pas le blanc-seing à l'administration fédérale pour négocier. Ce qui est une très bonne nouvelle, ce qui demeure à être confirmé. Mais ce qui est quand même une très bonne nouvelle parce que ça nous laisse encore de quoi respirer. L'initiative des Allemands, mais que nous allons relayer, de mettre en place une initiative citoyenne européenne consistant à recueillir 1 million de signatures, etc. Il y a plusieurs éléments comme ça qui amènent à penser que, eh bien, nous pouvons avoir la peau de ces deux accords. En étant raisonnablement optimiste. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons maintenant des gouvernements qui commencent à prendre conscience que les gens ne veulent pas accepter ce genre de choses, qui commencent eux aussi à s'organiser. Nous avons une commission qui commence elle aussi à s'organiser.
Et donc ça ne va pas se faire gentiment et du premier coup comme ça, juste parce qu'on le réclame. Ça va être une campagne de long terme. On est parti pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais nous avons une chance très sérieuse d'obtenir une victoire là-dessus. Et de toute façon, je dirais même, on a plus qu'une chance sérieuse, on a l'obligation d'obtenir une victoire là-dessus. Si le Parlement européen dit non à ces accords de commerce, ils sont arrêtés. On a eu un exemple récemment, qui est aussi un exemple des succès qu'on peut obtenir, qui est un exemple sur l'ACTA, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc, sur l'accord sur la contrefaçon qui touche au commerce, et ça a été arrêté par le Parlement européen qui a refusé de le ratifier. Alors l'autre question qui était posée était, est-ce que ça va être voté par chaque pays ? Normalement, oui. Normalement, oui. Mais je constate que le commissaire européen a quand même dit qu'il ne voulait pas que ça passe par chaque État. C'est quoi les principes qui s'appliquent? C'est pas parce qu'il dit qu'il ne voulait pas que ça va se faire. Hein. Bon, c'est quoi les principes? C'est que vous avez ce qu'on appelle les compétences qui sont des compétences exclusives de l'Union européenne. Aujourd'hui, le commerce et l'investissement sont des compétences exclusives de l'Union européenne. En conséquence de quoi, s'il y a un accord commerce-investissement, il est seulement ratifié par le Parlement européen. Sauf que là, il est question, vous l'avez vu, il est question d'harmonisation des normes. Donc, ça veut dire que normalement, les États sont compétents et les parlements devraient ratifier. Sauf que dans la mesure où le commissaire s'y oppose, il y aura aussi sans doute une bataille politique à mener là-dessus. Mais effectivement, si c'est un accord mixte, alors ça nous donne 28 occasions de plus de le bloquer. Je dirais un peu plus que 28, puisque la Belgique a quand même 5 parlements, ce qui est 5 occasions de plus de bloquer. C'est toujours ça. Les États-Unis ont 2 océans, hein, vous le savez, d'un côté et de l'autre. Et de l'autre côté, donc du côté Pacifique, ils ont entamé un accord aussi, hein, qui est beaucoup plus avancé par définition, qui est l'accord transpacifique. Ce qu'ils appellent là-bas le TPP, qui regroupe une vingtaine de pays, qui va du Japon à la Malaisie en passant par l'Australie, donc tout, sauf la Chine. On peut supposer, sans être spécialement paranoïaque, mais on peut supposer que cette stratégie des États-Unis consiste bien, effectivement, à essayer d'isoler la Chine en n'associant pas à ce genre de transaction dans le cadre du TPP. Et on peut supposer aussi que la volonté de l'Union européenne de démarrer l'accord transatlantique, parce que c'est d'abord une volonté de l'Union européenne, c'est pas une volonté des États-Unis, hein. C'est d'abord une volonté de l'Union européenne. On peut supposer que cette volonté tient aussi peut-être dans le fait, en tous les cas c'est ce qu'elle dit officiellement, de ne pas être oubliée dans la redistribution des cartes géopolitiques. On est passé de 15 à 25 et que ça s'est fait sans fonds structurels supplémentaires, donc sans véritable budget, on est passé d'une Europe, un projet d'Europe politique, directement à une Europe du marché. Et le principe de concurrence qui est au sein des traités de l'Union depuis le début, ont, depuis les années 80 avec les libéraux au pouvoir, toujours continué dans le même sens à diffuser son venin. Aujourd'hui, je pense que l'Union européenne n'est plus réformable. La perspective que doit avoir un gouvernement progressiste au niveau national, entamer une crise avec l'Union européenne, une crise institutionnelle, qui consiste à dire je ne veux plus, nous ne voulons plus continuer de fonctionner avec cette Union européenne-là à ce prix-là. Et entamer une crise, ça veut dire être crédible dans la crise qu'on entame,
c'est-à-dire entamer une crise avec des alliés si on peut. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont m'en dire, je suis arrivé au point de penser même sans alliés. Et d'aller jusqu'au bout de cette crise, parce que on voit bien que s'il n'y a pas à un moment donné le fait de dire on ne veut plus faire partie de cette union-là, et être crédible dans la menace, je suis juste en train de dire dans la menace, être crédible dans la menace, ça veut dire donner le sentiment qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout de cette politique. La position d'attaque, c'est de dire on ne pose pas la sortie de l'Union comme étant un objectif en soi. On accepte les ruptures nationales partout là où c'est possible, mais, donc y compris au niveau national, hein, je répète, et des ruptures radicales, mais avec des prérequis. C'est là-dessus que moi je ne suis pas d'accord. Les prérequis, c'est de dire il faut des alliances politiques, il faut des alliances sociales, il faut d'abord travailler à l'émergence d'un espace politique européen. Travailler à l'émergence d'un espace politique européen, pour moi, ça veut dire mettre les perspectives de rupture dans 150 ans. Merci beaucoup pour votre attention.